Je sais, j'ai un décor tout pourri, mais j'avais envie quand même de vous parler de ce film. Bonjour à tous, je suis Zoltan et bienvenue dans cette critique de Darkwater, le dernier film de Todd Haynes. Je sais pas si je prononce bien. Todd Haynes, c'est un réalisateur que je connais vraiment pas bien. J'ai pas vu ses films récents, le seul que j'ai vu de lui c'est I'm Not There, son biopic sur Bob Dylan un peu particulier parce que Bob Dylan est plus ou moins interprété par plein de comédiens et c'est très allégorique. Donc, écoutez, je suis quand même allé voir Darkwater, non pas pour le réalisateur, mais plutôt pour la bande-annonce qui laissait suggérer un espèce de thriller sombre, glauque, avec un Mark Ruffalo qui avait l'air d'être bien impliqué dans son rôle. Je ne savais pas vraiment de quoi le film allait parler, mais ça me tentait. Et c'était un peu le seul film que mon cinéma proposait, donc j'y suis allé écouter. Et donc Darkwater, c'est quoi? Écoutez, c'est ce qu'on appelle un thriller judiciaire. Voilà, on va suivre l'enquête d'un avocat qui s'appelle, évidemment, je me souviens plus du nom, Robert Billiott. Voilà, Robert Billiott, qui est joué par Mark Ruffalo et qui est donc un avocat qui travaille dans une firme qui protège les grandes sociétés chimiques. Je crois que vous n'avez pas compris. Je suis avocat d'affaires, donc je défends les entreprises de chimie. Maintenant, vous allez me défendre. Et suite à la visite d'un fermier, je commence à m'embrouiller avec le français et l'anglais. Donc, suite à la visite d'un fermier à sa firme, qui lui dit que ses vaches sont mortes et qui pense que la grande société chimique du coin, donc c'est dans la West Virginie, donc la Virginie occidentale, cette grande société, DuPont, est en train de déverser des produits chimiques dans les eaux, ce qui contaminerait ces vaches, c'est pour ça qu'elles sont toutes mortes. Vous en avez perdu combien? 190. Vous avez perdu 190 vaches. Vous allez pas me dire que c'est normal, vous aussi. Et peut-être que même la contamination s'étendrait aux humains et aurait des répercussions graves comme le développement de maladies. Et donc Robert va donc s'atteler pendant plusieurs années à lutter contre cette grosse compagnie, contre DuPont, et leur faire avouer que, les produits qu'ils utilisent sont extrêmement dangereux pour l'homme, et de deux, qu'ils les ont déversés dans la nature, et donc qu'ils doivent prendre la responsabilité de tout le mal qu'ils ont causé. Donc on est vraiment dans un espèce de duel, David contre Goliath, un homme seul face à une énorme multinationale. Ça rappelle certains films, ça rappelle par exemple La Défense Lincoln, ça peut rappeler aussi The Informer, je crois, le film de Michael Mann sur l'industrie du tabac. Donc on est sur des films qui chargent une entreprise, qui chargent une corporation d'un mal qu'il a fait, et on étudie en fait le parcours réel d'un personnage qui a vraiment dans la vraie vie effectué tout ça pour réussir à mettre à mal ces énormes corporations qui finalement nous tuent à petit feu. Et c'est le premier truc que je voudrais aborder, c'est ce rapport à la réalité en fait. C'est que ces histoires-là, ce sont des films qui ont un aspect quasi documentaire, parce que le scénario est forcément inspiré de faits réels et doit être surtout extrêmement bien documenté. Là, c'est un film qui est à la base issu d'un article du New York Times, donc de l'article qui a donc révélé toute l'affaire et résumé toute cette épopée juridique. Et ça a fait aussi penser par exemple à Grâce à Dieu de François Ozon, qui est un film très factuel. Et donc là, on est aussi dans un film extrêmement factuel, où on a un homme qui va donc dévoiler des éléments, des pièces à conviction pour réussir à faire avouer une firme d'un mal qu'elle a fait, quoi. Et je pense que le film marche quasiment uniquement parce que justement, on est en lien avec la réalité en fait. C'est-à-dire que ce serait la même histoire, mais qui n'aurait pas d'accroche avec notre monde, qui serait totalement fictionné. Je pense qu'on n'aurait aucun intérêt pour ce film. Mais le fait de savoir que cette société existe, que cet homme existe, que c'est une histoire vraie et que ça se passe à l'heure actuelle quasiment dans le monde dans lequel on vit et que ça nous concerne, ça rend le film forcément fascinant et à la fois ultra glaçant. Parce qu'on apprend des choses sur le monde dans lequel on vit, sur les objets qu'on utilise au quotidien et la nocivité des produits qui ont été utilisés pour les fabriquer, qui font vraiment froid dans le dos. C'est un film, tu peux pas en ressortir indemne parce que tu te rends compte à quel point le capitalisme et cette volonté de faire du profit est vraiment un système compliqué et destructeur qui vraiment ne respecte pas l'humain en fait. Ces sociétés, elles sont prêtes à tuer des gens pour se faire de la thune. Et je pense que dans des années futures, quand ce système sera révolu, dans plusieurs centaines d'années peut-être, les historiens se tourneront vers cette période-là de l'histoire et ils auront un regard très très particulier. Je pense que vraiment, avec le recul, on va se rendre compte à quel point cette époque-là a été dangereuse, a été mortifère, mortelle, et que ce système-là, il a vraiment été ultra inhumain, quoi. Et c'est vraiment ce que le film dépeint. On est face à une société qui est une multinationale qui cache une vérité
monstrueuse depuis des décennies, quoi, et qui, pour se faire du profit, va mettre sous le tapis des centaines et des milliers de gens qui vont tomber malades à cause d'elle, quoi. Et c'est horrible, et c'est vraiment... Bouf. On n'en ressort pas indemne, on ne peut pas ressortir indemne. Donc ça, c'est la première chose, c'est que, vu que le film dépeint une réalité, et quelque chose qui s'est passé, qui même se passe toujours, ça fait office de quasi-documentaire, c'est important d'être alerté de ce genre de choses. Après, moi, je me méfie toujours avec les œuvres de fiction. J'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi on fait une œuvre de fiction sur un sujet aussi actuel qui pourrait faire un documentaire vraiment très efficace et qu'on en fait une œuvre de fiction. Je ne sais pas à quel moment le réalisateur pose son regard, narre des choses qui ne sont pas de la réalité, fictionnise en fait la chose parce qu'on reste dans une œuvre de fiction. Donc je prends toujours ça avec des pincettes. Mais là, je dois avouer qu'il a réussi vraiment à me faire oublier que je regardais une œuvre de fiction et à m'intéresser à ce cas et à me dire « Putain, ça arrive, c'est tout ce que tu me racontes, c'est vrai, mec. » Donc ça, déjà, c'est fort parce que le style du film n'est pas du tout documentaire, on n'est pas du tout dans un film caméra à l'épaule où on essaie de simuler une forme de documentaire, rien du tout. On est sur un film qui est très académique, très classique. J'ai trouvé ça élégamment réalisé, il y a des plans qui me restent en tête, il y a surtout en fait une atmosphère qui est créée. L'atmosphère, elle est poisseuse, on est dans une lumière qui est grisâtre, qui est dégueulasse, on est dans cette Virginie occidentale qui est toujours nuageuse, vraiment, voilà, il y a cette ambiance poisseuse. Et pour le coup, cette ambiance poisseuse, elle est parfaite avec ce que le film veut raconter justement. On est dans une partie du globe qui est contaminée, qui est en train de mourir à petit feu parce que c'est empoisonné littéralement. Et donc, le fait de toujours être dans cet endroit où on n'a pas envie d'être parce que l'image, elle nous repousse, il y a un côté reboutant, un côté où, c'est... Le meilleur mot, c'est poisseux, je l'ai dit 8 fois déjà, mais c'est ça. On est dans un monde qui est poisseux et c'est parfaitement illustré par la lumière du film. Le chef opérateur a fait un très beau travail. Et en plus, il y a un vrai contraste entre la Virginie occidentale et les villes qu'on va voir qui sont pour le coup un peu plus lumineuses ou en tout cas solaires, c'est peut-être ça le terme, un peu plus solaire, alors que vraiment, dès qu'on va dans l'endroit qui concerne l'épidémie, la contamination, c'est gris dégueulasse, quoi. Et donc tout ça, ça a participé à mon immersion dans le film, dans cette intrigue, dans cette histoire. Et ce qui a aussi participé, c'est ce personnage qui est donc campé par Mark Ruffalo, qui est un acteur que j'avais pas vu en tête d'affiche depuis un bon bout de temps, hein, mine de rien, et qui est un acteur que j'aime vraiment pas mal. Et là, au début, il m'a un peu gêné, parce qu'il a un peu des tics de posture et de visage, je pensais que ça allait me gêner, parce que souvent, j'aime pas trop quand les acteurs se réfugient derrière une espèce de caricature de personnage où ils te font une mimique, un truc pour essayer d'imiter peut-être la vraie personne, que je connais pas du tout, hein, c'est un avocat, j'ai jamais vu sa gueule, à la télé ni rien, je connaissais rien de cette affaire. Mais bon, finalement, il campe très très bien son personnage, c'est vraiment un homme qui va prendre de plus en plus de poids sur les épaules, en fait. C'est un mec qui va porter énormément sur ses épaules et limite, ça se sent physiquement dans le film. Il se courbe de plus en plus dans le film et il y a un côté où on sent le poids de toute cette affaire qui pèse sur lui. Et j'ai trouvé que Mark Ruffalo, justement, arrivait à l'incarner physiquement, tout cette espèce de combat de David contre Goliath où la charge qui est face à lui est tellement incommensurable qui se courbe au fur et à mesure du film, quoi. Le reste du casting est vraiment impeccable. Sa femme est jouée par, j'ai oublié son nom, comme d'hab, Anne Hathaway. Voilà, Anne Hathaway, la Catwoman de Nolan. Donc Anne Hathaway qui joue sa femme. Écoute, très belle performance d'Anne Hathaway. J'ai rien à dire dessus, vraiment, parfait. Et surtout, il y a deux acteurs qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps et qui font un peu leur retour avec ce film, et ça me fait très plaisir de les revoir. C'est Bill Pullman, le président de Armageddon, non pas du tout, de Independence Day. Le président d'Independence Day, un des plus beaux discours de l'histoire du cinéma, et Tim Robbins, le collègue de Morgan Freeman dans Les Évadés, deux acteurs qui ont un peu disparu, j'ai l'impression, et qui là reviennent dans des rôles qui sont pas forcément omniprésents, mais qui, dès qu'ils apparaissent, réussissent à vraiment marquer l'écran de leur charisme et de leur talent, quoi. Notamment Tim Robbins, qui a une séquence au moment où il sort de ses gonds et il balance un discours qui est vraiment poignant et qui m'a pris aux tripes. Il y a quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans le film, c'est sa gestion de la chronologie et du passage du temps, parce que l'histoire se déroule sur quasiment 15-20 ans, c'est vraiment très long, et donc en fait on va avancer par toutes petites étapes avec des ellipses qui vont apparaître on est sur l'écran avec vraiment, d'un coup on a un écran noir avec une date, et donc on va avancer, d'un coup on a 20 minutes de film, pof, on passe un an, on passe à l'année d'après, après on va avoir 4 minutes de film, pof, on va passer à l'année d'après, et en fait on va juste se concentrer à chaque fois sur une petite avancée de cette affaire, et on se rend compte à quel point, en fait,
tout ça est long et c'est un processus qui vraiment a un côté usant. Et si on en revient au personnage qui d'un coup se courbe au fur et à mesure, c'est qu'on le sent usé par tout ce processus. Et nous, en tant que spectateurs, le fait de faire ces ellipses et de ne rien nous raconter entre les deux, et genre on voit la vie familiale du personnage évoluer comme ça, d'un coup il a un nouvel enfant, d'un coup sa femme est enceinte, 3 années se sont passées, et on sait rien de ce qui s'est passé dans sa vie à lui. Nous, tout ce qu'on sait de sa vie, c'est cette affaire. Et donc ça nous met dans cet état d'esprit où en fait c'est tout ce qui compte. Et on sent que ce personnage, il est obsédé par ça, parce que pour nous, de toute façon, c'est tout ce qu'on sait de sa vie. Tout ce qu'on va connaître de ce personnage, c'est uniquement cette affaire, même sur 15-20 ans. Et ça fonctionne parce que ça nous met dans cet état d'esprit, en fait. On est comme le personnage à être obsédé par uniquement ça. Et donc, sa vie de famille, elle nous passe à côté, on a l'impression de pas réussir à la cerner et vraiment de passer à côté de sa famille. Et c'est ce que le personnage fait, il est en train de passer à côté de sa vie de famille. Pareil pour sa femme, pareil pour son boulot. Le mec s'autodétruit en fait, il s'obsède tellement par cette affaire qu'il finit par s'isoler, par plus avoir le boulot qu'il aurait voulu avoir, enfin bref, un peu, il y a une forme de décrépitude quoi. Et ça, c'est très bien géré par justement cette narration qui assume ses ellipses et qui se concentre uniquement sur l'affaire. Donc c'est très particulier parce que tu as des ellipses, tu voudrais en savoir plus, créer un film avec des arcs narratifs de chaque personnage, avec la vie du mec, peut-être tu pourrais suivre la vie du mec, mais non, on va suivre l'affaire uniquement. Et quand l'affaire avance pas, on zappe. Donc c'est assez frustrant, mais cette frustration, elle nourrit justement le parcours du personnage. Ce que j'aime bien dans ce genre de film aussi, c'est que c'est des films qui sont assez nébuleux, où on parle de concepts compliqués. Là, on va parler de produits chimiques. Donc voilà, c'est des choses qui sont de l'ordre de la chimie. Il faut faire des études pour réellement comprendre ce qui se passe. Et il y a tout un effort de vulgarisation. Et je trouve que les séquences de vulgarisation dans le film, il y en a plusieurs, sont assez efficaces, sont plutôt bien faites. Il n'y a pas de desbrouf, en fait, on n'essaie pas de te trouver des trucs totalement conceptuels pour t'expliquer les choses, comme par exemple Adam McKay dans The Big Short, qui va d'un coup te faire apparaître Margot Robbie, qui va t'expliquer un truc ultra vulgarisé mais rigolo. Non, là c'est au sein du film. Et ça fonctionne, à un moment il parle avec un scientifique, le scientifique lui explique une espèce de formule pour créer un composant, machin. Voilà, tu comprends pas forcément l'entièreté de ce qui est en jeu, mais tu comprends le fondamental. Fait quoi si on en buvait? En boire? C'est comme de demander « et si j'avais un pneu, c'est grave ?» Et ça arrive plusieurs fois dans le film, il doit y avoir 4, 5, 6 séquences de vulgarisation, notamment une en fait, où il raconte ça à sa femme, et c'est une espèce de parcours croisé où on va résumer toute l'enquête qu'on a vu se mettre en place, mais qu'on n'a pas vraiment étudiée. Et c'est vraiment une séquence qui fonctionne parce qu'on a vu le personnage faire des actions, on a vu le personnage par exemple se retrouver face à des cartons et être envahi de cartons et se dire mais c'est une charge de travail incommensurable, mais on n'aura pas réellement compris ce qu'il cherche, ce qu'il trouve dans ces cartons, jusqu'à une séquence qui va tout résumer d'un coup. Et ça vient, c'est vraiment malin la gestion de ces informations parce que c'est le genre de film qui pourrait être très redondant, qui pourrait être peut-être même indigeste. Parce que voilà, on a une espèce de somme d'informations à gérer qui nous arrive tout le temps. Ah bah là, d'un coup, on découvre que ce rapport de l'expertise de machin, il met en péril la santé de Bitonio. Enfin voilà, des espèces de concepts qui pourraient être vraiment pas du tout agréables à encaisser dans un film. Et je trouve qu'il y a une gestion qui vraiment rend ça plutôt harmonieux. Et donc, on suit parfaitement le parcours de ce personnage. Et surtout, on arrive à suivre les avancées qu'il fait dans cette affaire, là où ils en sont, les éléments qu'ils ont contre cette boîte, comment ça marche, et surtout toutes les entraves que peut y avoir juridiquement, parce que dès qu'ils font un pas en avant, ils en font 2 en arrière quasiment, parce qu'à chaque fois, ils se font rebooter ou la société contre-attaque. Et même si on ne connaît pas le système juridique américain, on arrive à suivre. Donc ça, c'est quand même vraiment une prouesse, parce que c'est une prouesse de scénario avant tout. C'est très compliqué de réussir à écrire ce genre de film pour que ce soit entraînant pour le spectateur, voilà, qu'on ait envie de s'y intéresser, qu'on soit impliqué dans tout ça, et le film y arrive. Donc c'est vraiment pas mal. Et en réalisation, il arrive à faire des choses qui sont intéressantes, il arrive notamment à cerner des séquences pour juste faire qu'il y ait un concept qui s'en émane. Donc par exemple, il y a cette séquence où il reçoit tous les cartons, qui est juste là pour nous raconter que le mec, par son côté méthodique et son investissement total, il arrive à faire en sorte de trier des cartons, un nombre de cartons incommensurable. Et ça, c'est juste par une petite séquence de mise en scène qui te le fait comprendre. Et une autre séquence qui est intéressante, c'est la séquence où ils auditionnent le PDG de l'entreprise. Et donc, il lui met en face de choses affreuses que l'entreprise fait. Et le PDG n'a rien à dire, ne peut rien dire, ne peut pas affirmer les choses parce que voilà, il est juste en mode non, mais je ne suis pas au courant, non, mais voilà, je ne peux rien vous dire, bref. Et la séquence, le concept de la séquence, c'est vraiment juste de te montrer à quel point tout ce qu'on a à reprocher à cette entreprise, c'est colossal.
et que l'entreprise, bah, elle n'a rien à en dire en fait. Elle est juste là à dire non, mais je me mêle pas de ce que vous m'accusez là, rien. Et c'est un concept qui est bien mis en scène encore une fois parce que on voit la frustration du personnage principal qui a envie que le mec, en fait, il va chercher l'humanité au cœur de ce PDG. Il est là à essayer d'aller creuser l'humanité en disant mais mec, regarde ce que ton entreprise fait quoi. À quel moment tu redeviens un humain? Et le mec, le PDG, non, il est là pour rester l'entreprise quoi. Et l'entreprise, elle ne doit pas craquer, il ne doit pas y avoir d'humanité là-dedans, on ne doit pas perdre la face. Et la séquence est très bien faite. Il y a une gestion du mal aussi qui me plaît dans ce film, c'est ce rapport vraiment au mal. On a l'impression que justement au moment où Mark Ruffalo le dit, le personnage, il dit je suis face à... Enfin, c'est evil, quoi. C'est vraiment, on est face au mal pur. Et ça il se met à trembler. Enfin, il y a vraiment ce rapport où le mal, il est déstabilisant, quoi. Et je trouve ça intéressant de se rendre compte à quel point on est déstabilisé par quelque chose de démoniaque, presque. Enfin, et on se dit, mais c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Ça nous désarçonne de voir une entreprise agir de manière aussi néfaste et de ne pas prendre les responsabilités de ses actes. Et donc le personnage, bah, c'est illustré par le fait qu'il en vient même à trembler, à perdre ses moyens, à être déstabilisé par tout ce mal qui l'entoure et tout ce mal contre lequel il lutte. Et ça m'a vraiment touché, je trouve, cette idée de mise en scène de le faire réagir physiquement à ce mal, que ce soit un mal qui l'affecte, même physiquement, tellement c'est evil. Le film s'amuse aussi de cette espèce de dichotomie entre les ploucs, en tout cas les gens de la campagne, et le mot est mentionné, plouc dans le film, et les gens qui sont dans les sociétés, les PDG, les avocats, qui sont donc un peu les mecs en costard, quoi. Et il y a vraiment ce rapport, c'est pas une lutte des classes, mais pas loin, c'est plus une lutte des origines presque, parce que Mark Ruffalo c'est un avocat, mais qui vient quand même de ce monde un peu rural des ploucs, et on sent qu'il n'est pas totalement... Enfin, il y a toujours ce regard où les gens le regardent de haut. Et à la fois, le film te dit que cette manière de penser rurale, qui est c'est une manière très pragmatique d'envisager la vie. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à essayer de faire des formes, de mettre les formes pour essayer d'enrober les choses. Non, on dit les choses droit. C'est le fermier qui est là au début. Il est vraiment radical sur la manière dont il perçoit les choses, sur la manière dont on lui a fait du mal. Il arrive à l'identifier clairement. Enfin, il y a un côté où c'est très... straightforward, la manière dont les ploucs du film voient la vie. Et Mark Ruffalo, en fait, il s'identifie à ça et c'est ça qui va le pousser plus ou moins à aller contre cette grande société. C'est cette envie juste de dévoiler les choses, quoi, d'arrêter de se cacher derrière notre petit doigt, quoi, et de passer outre ce côté social, ces apparences, quoi. Et d'ailleurs, il y a des séquences de banquet qui sont assez intéressantes parce qu'il y a un personnage qui perd justement cette face de mec... noble, bienveillant comme ça, parce que justement il commence à être suspecté de quelque chose, et d'un coup, voilà, ça devient un mec qui crie dessus, qui lui dit fuck you, enfin tu vois, qui perd vraiment là, sa carrure d'homme respectable pour devenir un mec, un connard, ouvertement, et alors que le fermier, il est tout de suite comme il bougera jamais, quoi. Il est toujours un peu taciturne. Là, il y a cette espèce d'honnêteté en fait des ploucs. Et je trouvais que c'était, je dis plouc, c'est péjoratif, mais dans le film ça n'est pas du tout. Et même moi, ma manière de truc, j'ai pas d'autres mots, mais c'est le mot qu'ils utilisent dans le film pour les définir. Donc c'est pour ça que j'utilise plouc. Je veux pas être péjoratif du tout du truc, mais j'ai aimé cette dichotomie et la manière dont on traite ces deux mondes en fait. Et ce que Todd Haynes veut clairement en dire, qu'il préfère des gens qui sont pas forcément éduqués, mais qui sont intègres et sincères, que des gens qui ont de l'éducation, mais qui finalement n'assumeront pas réellement qui ils sont et vont toujours se dissimuler derrière des faux semblants. Et pour terminer, c'est un tout petit détail, mais j'ai vraiment apprécié ça. Vu que c'est un biopic et qu'il y a des personnages réels qui existent vraiment et qui sont encore vivants, ils les ont mis en figuration dans le film. Et à la fin du film, ils te montrent... en fait, ces deux personnes, c'était les deux personnes que tu as vues qui étaient jouées par ces deux gens. Et ils te remontent les petites scènes du film. Et c'est un petit détail, mais je trouve ça sympa de les avoir fait participer au tournage, de les avoir inclus dans le film. Et voilà, c'est un petit truc, mais je trouve ça plus sympa que après de nous montrer les photos à la fin, quoi. Bon, après, ça apporte rien de plus que ça, quoi. Donc, si vous aimez les films d'enquête, si vous aimez aller explorer un peu la face sombre de notre monde, sortir de la salle en ayant pris plein la tronche du mal que le capitalisme peut faire chez nous, écoutez, allez voir Darkwater, franchement ça vaut la peine. Si vous n'aimez pas les films un peu nébuleux d'enquête ou avec quand même du juridique et un peu de chimie dans le tas, voilà, faut quand même... Je dis pas que c'est un film exigeant, parce que voilà, l'enquête se suit très facilement, mais
faut savoir dans quoi on s'embarque. C'est-à-dire que c'est pas un film d'action, c'est pas un thriller psychologique. Il y a tout ça, hein, mais je veux dire, on est vraiment dans une affaire qu'on va suivre du début jusqu'à la fin avec l'obsession d'un homme pour réussir à faire en sorte que le bien triomphe. Donc vous allez assister à ça et franchement, ça va vous démoraliser à mort parce que ce que le film révèle, c'est horrible. C'est horrible, on est vraiment dans un monde de merde, gouverné par des enculés, quoi. Putain, c'est rude, quoi. C'est rude. Et ben voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette critique. J'espère que cette critique vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. J'ai lancé un petit podcast de cette semaine, un podcast sur les jeux mobiles, parce que je joue aux jeux vidéo sur mon téléphone portable et j'avais envie d'en parler. Le podcast s'appelle Mobilo Game. Je mettrai le lien en description. Le premier épisode est sorti sur Spotify. N'hésitez pas à aller le checker, ça me ferait très plaisir. Personne ne l'a écouté encore. Je fais un flop total parce que je ne sais pas du tout comment ça marche les podcasts et je ne l'ai pas partagé sur Twitter parce que je m'éloigne un peu de Twitter en ce moment. Mais voilà, donc n'hésitez pas à aller checker Mobilo Game si vous voulez entendre parler, moi, de jeux vidéo un peu, parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup et j'avais envie d'en parler. Sur ce, j'ai pas envie de parler plus longtemps. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!